Bonjour, donc nous sommes toujours en Alaska. Comme vous pouvez le voir, il fait froid et il pleut. Mais comme on nous l'a bien expliqué pendant cette croisière, la pluie c'est la vie. Et Nicolas Hulot, nous le retrouvons ce soir pour la deuxième partie de sa conférence où il va nous expliquer crise climatique, crise de civilisation. Voilà un thème que nous attendons impatiemment. Et encore merci à Nicolas. 2015 est une année particulière. Bien que beaucoup n'aient pas forcément, et je ne sais pas si c'est tant mieux ou tant pis, pris la mesure de ce qui va se jouer en fin d'année 2015, notamment à Paris, où va se tenir ce que l'on appelle, d'un terme qui n'est pas excessivement réjouissant, la COP 21. La 21e conférence organisée par les Nations Unies pour tenter de prendre en charge ce que certains considèrent comme la mère de toutes les crises, la crise climatique. 21 conférences qui se sont succédées, 21 années qui auraient dû être des années utiles et qui, en définitive, ont été des années futiles. 21 années où les phénomènes que nous sommes censés juguler, combattre, contenir, réparer, malheureusement se sont développés pendant ce temps d'atermoiement, pendant que l'humanité hésitait, doutait, ou pire que cela, tentait de se résigner à notre pire ennemi qui est le fatalisme. Et pendant ce temps, malheureusement, la situation ne s'est guère améliorée. Mais probablement que ces 21 années ont été nécessaires au moins pour une chose positive, c'est qu'aucun des 195 États qui vont se réunir à Paris ne conteste ni le diagnostic ni le constat. Et je dis ça parce que dans une discussion improvisée que nous avons eue encore ce matin, et probablement que votre point de vue d'ailleurs est révélateur de points de vue qui sont encore probablement pas forcément suffisamment informés des enjeux que nous avons face à nous. Vous m'avez dit, je crois, à l'issue d'un voyage que vous avez fait au Groenland, que là-bas vous avez rencontré des gens qui doutaient encore de la responsabilité humaine des changements climatiques. De la même manière que je rencontre de moins en moins de gens qui n'ont pas forcément mesuré l'importance des effets du changement climatique. Et d'ailleurs, le vocabulaire lui-même montre bien encore ce malentendu. On parle d'une crise environnementale. On parle éventuellement de l'avenir de la planète. Mais gardons simplement à l'esprit, et j'essaierai de vous en convaincre, mais sachez simplement que ce que je vais énoncer ici n'est que, à travers des formules, je l'espère, le plus accessible, un résumé, une synthèse de centaines, je dirais même de milliers d'expertises, de rapports, sous lesquels nous croulons depuis de nombreuses années et qui confirment que malheureusement nous sommes arrivés quasiment à un point de rupture physique, mais même presque à un point de rupture psychique. Moi, quand je me suis engagé il y a une trentaine d'années, oh oui, j'avais, comme Nicolas, comme José, une fibre naturaliste, à défaut d'en avoir la compétence, une sensibilité pour la nature, pour les grands espaces. Et je n'avais pas du tout imaginé que dans cette cause que j'allais progressivement épouser, j'allais me retrouver de plein pied dans l'enjeu le plus humaniste qu'il soit. Je n'avais pas imaginé une seule seconde que l'enjeu écologique, c'est de l'humanisme à l'état brut. Et que quelque part, en fin d'année, sous une forme ou sous une autre, et je sais que les mots parfois peuvent sembler démesurés, mais se joue l'accomplissement de l'humanité. Et à défaut, se jouent les conditions d'existence de l'humanité. Les conditions d'existence d'une partie de l'humanité actuellement, et les conditions d'existence des enfants dans le monde entier qui sont déjà dans les cours d'école. Nous sommes dans un moment très particulier de l'aventure de l'humanité. Au terme d'un chapitre qui a eu ses heures de gloire et ses heures sombres,
et à l'aube d'une deuxième étape, d'un chapitre que nous devrons écrire ensemble. Parce que le monde de demain, n'en doutez pas, sera radicalement différent du monde d'aujourd'hui. Il le sera de gré ou il le sera de force. Et tout le défi, tout l'enjeu, c'est bien de partager une vision et c'est bien de construire ensemble, pas demain, maintenant, le monde de nos enfants. Nous sommes, et c'est pour ça que j'ai souhaité que cette petite conférence s'intitule « Crise climatique, crise de civilisation avec un point d'interrogation ». Le point d'interrogation, on peut l'effacer tout de suite. Oui, nous sommes dans une profonde crise de civilisation. Devons-nous, encore une fois, nous en effrayer? Non. On doit simplement l'aborder dans toute sa dimension. Comprendre simplement que pour faire face à la crise climatique, ou faire face à la crise écologique, parce que tous ces mots se combinent. La crise climatique est probablement la partie la plus visible d'autres crises, mais elle aggrave toutes les autres crises. Et comprenez bien que l'enjeu climatique n'est pas un enjeu optionnel. C'est un enjeu qui conditionne tous les enjeux de solidarité auxquels nous sommes attachés. Tout ce qui a de l'importance à nos yeux, tous les acquis que nos civilisations, que nos ancêtres, que les hommes illustres ou anonymes ont obtenus au fil du temps, sont menacés ou au contraire sont conditionnés par notre capacité collective, nous, la famille humaine, à faire face à l'enjeu climatique. Et c'est bien pour ça que ça n'est pas un enjeu facultatif, c'est un enjeu conditionnel. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut encore ajourner. Nous sommes au pied du mur. 2015, c'est un moment de vérité. Vous savez, depuis 25 ans, j'ai tout entendu sur la crise écologique et sur la crise climatique. De l'hypocrisie, mais aussi de la sincérité. Sauf que nous sommes très particuliers. Vous savez, Bossuet disait « Nous sommes d'étranges créatures qui nous affligeons des effets, mais qui continuons à adorer les causes. » Et on est vraiment à ce moment très particulier où nous savons les choses, mais nous n'y croyons pas vraiment, et surtout nous nous entêtons à maintenir un modèle de développement qui n'est plus la solution, mais qui est le problème. Et nous sommes à un moment où soit nous allons nous entêter dans ce modèle-là, soit au contraire, nous allons nous ouvrir à l'inédit, nous ouvrir, j'allais dire, presque jusqu'aux frontières de l'utopie. Mandela disait cette phrase que j'espère des chefs d'État qui seront à Paris auront médité avant de venir à Paris. Il disait « nous réduire, nous rétrécir ne rend pas service au monde ». Et là, nous sommes à un moment où il va falloir non pas nous réduire, mais nous ouvrir, nous grandir, voir grand et voir loin. Mais surtout voir ensemble. Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a un enjeu qui vaut pour toutes les cultures, toutes les sociétés et tous les continents. Aucun statut géographique, aucun statut économique, aucun statut politique, aucun statut religieux ne pourra immuniser quiconque contre les conséquences en cascade des changements climatiques. Chacun, à un moment ou à un autre, si on laisse ces phénomènes nous échapper, en prendra pour son grade. Sauf que, comme d'un fait exprès, la crise climatique, elle est déjà à l'œuvre. Et chaque année, elle pénalise, et le mot est faible, déjà des centaines de milliers de personnes, je dirais même des millions de personnes. Qui sait ici que les premières manifestations des changements climatiques déplacent chaque année entre 20 et 30 millions de personnes, 3 fois plus que les réfugiés politiques. Qui sait que la crise climatique, à travers les premières manifestations de ce que l'on appelle les extrêmes climatiques, tue déjà chaque année des centaines de milliers de personnes. Qui sait que la crise climatique
est à l'origine de nombreux conflits auxquels nous assistons ou dont nous entendons parler, sans savoir que le basculement climatique dans certaines régions du monde, sans être forcément l'unique facteur de ces conflits, a été la petite étincelle qui a mis le feu aux poudres. Qui sait par exemple que dans le nord-est de la Syrie, sous l'effet d'un phénomène de désertification qui a été accéléré par le changement climatique. Parce que gardez à l'esprit que si chez nous, en Bretagne, 1 degré d'élévation de température peut être même considéré comme une bonne nouvelle, mais dans certaines régions plus arides du monde, 1 degré, 2 degrés, ça rend des situations déjà difficiles carrément invivables. Et en 10 ans, dans le nord-est de la Syrie, on a vu les rendements agricoles chuter de 80% et les troupeaux décimés de 60%. Conséquence, 1,5 million de personnes ont dû passer du nord-est de la Syrie au sud-est de la Syrie. Et c'est dans cette région de la Syrie que le conflit syrien ou la rébellion syrienne a démarré. Qui sait par exemple que dans la région du Tchad et du Nigeria, c'est bien également un basculement climatique qui a contraint des populations à se déplacer par défaut de pâturage et à rentrer avec d'autres, en compétition avec d'autres populations. Et ce conflit larvé a fait le lit, évidemment, des intégristes et de Boko Haram. Alors qu'on tamise, on dissimule, on masque, on fait croire que nous allons pouvoir simplement changer ou réparer ces dégradations que nous avons fait subir à la planète, à nos ressources, à notre environnement, avec des petites mesures à la marge. Et moi, je ne veux pas participer à cette mystification. Simplement parce que je mets derrière des mots ou des termes génériques des histoires et des visages. Quand j'étais, il y a de cela quelques semaines, dans une petite île à Guyane, aux Philippines, et que j'ai rencontré ceux qui avaient survécu au typhon Haiyan, des vents de 360 km/h qui ont généré une vague de 8 mètres de hauteur qui rentrait d'1 kilomètre dans les terres. Pour ceux qui avaient survécu, croyez-moi, le changement climatique n'est pas quelque chose d'abstrait. Mais ceux qui ont survécu, ils descendent à chaque catastrophe d'1 degré dans la vulnérabilité. Parce qu'une fois que les premiers secours sont arrivés et que tout le monde rentre chez soi, qu'arrive-t-il à ceux qui restent? Qu'arrive-t-il à ces paysans qui ont vu leur sol dégradé par l'eau salée? Qu'arrive-t-il à ces pêcheurs qui ont vu leur flotte totalement anéantie par ce typhon? Comment peuvent-ils rebondir? Quelle résilience on leur offre? Absolument aucune. Tout ça pour dire que la crise climatique, c'est de mon point de vue l'ultime injustice. Et c'est même la pierre angulaire de la dignité humaine ou de la justice sociale. Pourquoi? Parce qu'elle frappe prioritairement les hommes, les femmes et les enfants qui sont déjà en situation de vulnérabilité. Elle frappe des hommes, des femmes et des enfants qui n'ont pas bénéficié d'un mode de développement qui parfois, pas toujours, s'est même fait sur leur dos, mais dont ils subissent aujourd'hui les conséquences négatives. Et donc, c'est d'abord un enjeu de justice. Alors, ça n'est pas forcément en plaçant cet enjeu à ce niveau-là qu'on va pouvoir mobiliser, mais c'est quand même important, dans un monde qui parfois fuit ses responsabilités, de placer cet enjeu comme un enjeu de solidarité majeure, qui va nous obliger, de gré ou de force, à penser le monde différemment. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on peut voir la crise climatique de 2 manières. Vous savez, les 2 philosophes avaient eu 2 sentences qui se complètent très différentes, qui montrent que tout cela peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Le premier philosophe, c'était Bergson, qui disait « L'avenir de l'humanité est incertain parce qu'il dépend d'elle ». Et puis, un autre, Foucault, disait « Je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaises mains que les siennes ». La bonne nouvelle, c'est que
nous avons encore les cartes en main. Mais la fenêtre d'opportunité entre ce que nous pouvons faire et pas faire se réduit de jour en jour. C'est la seule crise que nous connaissions qui puisse nous faire franchir le seuil de l'irréversible. Et la mauvaise nouvelle, c'est que, effectivement, l'irréversible est à portée. Mais nous avons honnêtement, d'ores et déjà, tous les outils pour faire face non seulement à cette crise, mais pour résoudre simultanément tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés, et notamment les enjeux qui génèrent de l'inégalité, les enjeux qui génèrent de la souffrance et qui génèrent de la misère. L'enjeu climatique, c'est un enjeu multi-aggravant, qui ajoute de l'injustice à l'injustice, de la misère à la misère, de la souffrance à la souffrance. C'est un enjeu qui doit, au XXIe siècle, mobiliser, je ne veux pas dire exclusivement, mais prioritairement, tout ce que l'homme a de bon. La crise climatique va nous obliger à quelque chose, me semble-t-il, d'essentiel. Et à la limite, de ce point de vue-là, c'est presque une opportunité magnifique, c'est que la crise climatique va nous obliger à redonner du sens au progrès. Et vous aurez probablement observé qu'il était peut-être temps, compte tenu que la science, comme disait Jean Rostand, a tendance à faire de nous des dieux avant de faire de nous des hommes. Et il est peut-être sain et bienvenu que nous revenions à notre échelle d'hommes et que nous nous cessions sous la profusion, sous la multiplication, sous les prouesses technologiques, de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas justement des dieux. Nous allons être obligés de partager une vision, de définir ce qui participe à l'épanouissement, de ce qui participe aux contraintes du XXIe siècle. Et quelles sont les contraintes du XXIe siècle? Elles sont, je dirais, sous l'égide de deux priorités. La première, partager. Non pas parce que c'est un impératif moral, je ne suis pas là pour faire la morale, mais simplement parce que regardons le monde tel qu'il est aujourd'hui. Nous sommes dans un monde que nous avons voulu connecter, relier. Nous sommes dans un monde qui s'est rapetissé parce que maintenant, chacun est en contact avec l'autre, mais plus que cela, chacun, où qu'il soit, est en mesure d'apprécier si son sort a la même valeur que son homologue de l'autre côté d'un océan, d'un mur, d'une frontière ou d'une rivière. Et dès lors que nous avons souhaité, ou pas souhaité, mais le monde est comme cela, que ce monde se développe, se transforme en un minuscule village, nous ne pouvons pas prétendre à cette globalisation, mais en accepter que les vertus et en ignorer éventuellement les vices. Dès lors que les inégalités s'exposent, dès lors que, par exemple, une femme en Afrique, pour ne citer que cet exemple, comme il y en a 80 000 chaque jour, va découvrir que son enfant va mourir d'une maladie dont on a le remède juste de l'autre côté. Parce que jusqu'à présent, dans un monde cloisonné, cette femme-là ignorait qu'il y avait un traitement ailleurs. Mais maintenant, d'un clic d'ordinateur, ou éventuellement simplement par la présence d'un voyageur, ou par la télévision, ce qu'elle mettait sur le compte du fatalisme, du destin, de la fatalité, pardon, non pas du fatalisme, tout d'un coup, elle va découvrir simplement que elle et son enfant ne pèsent pas la même chose. Et vous allez ajouter à l'exclusion ou à l'inégalité un facteur terrible qui est l'humiliation. Et donc, nous sommes dans un monde qui se veut relié, qui se veut connecté, qui se veut associé. Nous devons, de gré ou de force, mieux partager les richesses du monde. Mais les richesses du monde, quelles sont-ils? Ce ne sont pas simplement des richesses monétaires,
toutes nos économies se sont bien constituées au fil du temps sur l'exploitation des ressources naturelles et des matières premières. Et c'est en cela que l'on voit que la crise économique, la crise écologique, la crise sociale sont intimement liées. Quel modèle économique voulez-vous faire prospérer si demain nous basculons dans un monde de pénurie? Si nos ressources naturelles et nos matières premières viennent à épuisement? Et vous allez me dire, est-ce un scénario crédible? Mais il est aussi crédible que les conséquences des changements climatiques. Nous avons basculé, sans même nous en apercevoir, de l'ère de l'abondance à l'ère de la rareté, simplement parce qu'en 150 ans, l'homme a changé d'échelle. Il a changé d'échelle, notamment dans sa puissance, dans son impact, dans son avidité, dans sa cupidité. Il a multiplié à foison ses besoins. Il a multiplié sa capacité de prélèvement, mais également sa capacité de destruction, avec le charbon, avec le pétrole, avec le gaz. L'homme a démultiplié sa capacité musculaire. Et puis maintenant, avec les ordinateurs, nous avons même externalisé notre cerveau pour démultiplier nos facultés. Au point que nous avons changé d'échelle. Et d'ailleurs, les géologues nous le disent eux-mêmes. Les géologues nous disent que nous avons changé d'ère géologique. Nous serions passés, sans même nous en apercevoir, en quelques années, quelques décennies, du Miocène à l'Anthropocène. Anthropocène, ça veut dire que nous sommes rentrés dans l'ère de l'humanité. Nous provoquons des changements en apparence anodins, mais aux conséquences gigantesques. À la surface de la Terre, le rapport de force s'est inversé. Sans vouloir heurter les convictions des uns et des autres, si on se fie au mécanisme de l'évolution, qui est une sorte de grande compétition, on peut peut-être, nous les hommes, s'enorgueillir d'avoir gagné cette compétition, puisque en l'espace de quelques temps, nous sommes mis en situation de mettre en péril tout ce qui nous a précédés sur Terre. Mais allons-nous longtemps profiter de cette petite victoire bien lamentable? La réponse est non, parce que à la surface du globe, je ne suis pas convaincu que l'homme soit l'espèce qui ait la plus grande capacité d'adaptation. Et puis surtout, je pense que ce qui a caractérisé les 150 dernières années, au-delà que je ne remets pas en cause les acquis scientifiques, et encore moins ses dérivés technologiques, une partie de l'humanité vit mieux que nous avions vécu, mais ce qui a caractérisé, c'est que je considère que les siècles que nous avons quittés ont été quand même des siècles de vanité. L'homme a pensé indûment pouvoir détacher sa branche de l'arbre de la création. Il a pensé pouvoir faire cavalier seul. L'homme pense encore d'ailleurs aujourd'hui que, comme gage de son intelligence, plus il peut se libérer de la nature, plus il fait la démonstration de sa puissance. Alors que c'est exactement l'inverse. Plus l'homme pense pouvoir se libérer de la nature, plus il devient vulnérable à chaque instant. Et tout ça pour dire que si nous nous obstinons à refuser cette communauté d'origine, alors que tout en atteste, eh bien nous nous obstinerons aussi à acter que nous avons une communauté de destin. Que de protéger le bonobo, que de protéger l'orchidée, c'est protéger l'homme. Que seule la diversité, qu'elle soit culturelle ou qu'elle soit naturelle, est la clé pour l'ensemble de l'humanité, pour résoudre les difficultés des équations du XXIe siècle. Encore faut-il justement que l'homme se relie et ne se replie pas, qu'il se relie évidemment avec la nature dont nous faisons partie, parce que probablement un peu aveuglé
par l'hypertrophie de la technologie, cette technologie qui opère comme un filtre du réel, qui nous aveugle, qui nous isole, qui oublie que nous sommes aussi la nature, mais nous sommes la partie consciente de la nature. Peut-être la seule chose qui nous distingue, mais que faisons-nous justement de cette conscience? Nous devrions l'utiliser avec une responsabilité absolue, mais surtout avec, je dirais, une émotion, un sentiment, une affection qui devrait nous mettre au pied justement de ces responsabilités, parce que tout nous rappelle que nous vivons sur un seuil étroit de tolérance. Et souvent, je dis que nous n'écoutons pas, comme disait Victor Hugo, la nature. Mais moi, je considère que si nous l'écoutions, nous verrions que la nature proteste contre la barbarie de l'homme. Vous savez, l'histoire est restée aveugle à la nature. Mais la nature ne restera pas silencieuse à l'histoire. L'autre jour, je fais une petite diversion, mais dans un bref échange que j'ai eu avec le pape, il disait, vous savez, l'homme pardonne parfois, Dieu toujours, la nature jamais. L'autre jour, j'étais à Rabat au Maroc, et je recevais, dans la perspective de la conférence de Paris, la contribution marocaine, pays qui a une très faible responsabilité dans la situation climatique, mais qui, en dépit de ça, me donnait sa propre contribution. Devant des représentants de différents États africains, une femme, dont je n'ai pas identifié à quel pays africain elle appartenait, elle s'est levée, elle m'a dit « Monsieur Hulot, soyez gentil de dire à ceux que vous rencontrez, ou que vous allez rencontrer, qu'à Paris, vous allez décider de qui va mourir ou pas. » Et vous savez, cette phrase-là, je la rapporte en permanence parce que c'est de cela dont nous allons décider à Paris. Quel est l'enjeu de Paris? L'enjeu de Paris, c'est que 195 États doivent poser chacun un engagement et que la somme de ces engagements permette à l'humanité de se mettre sur une trajectoire qui permettra de limiter les changements climatiques dans le siècle en dessous de 2 degrés centigrades par rapport à l'ère pré-industrielle. Pourquoi en dessous de 2 degrés? Simplement parce que tous les modèles que nous avons démontrent qu'au-delà de 2 degrés, quelles que soient nos capacités, notre technologie, ce que notre science aura révélé d'ici là, nous serons incapables d'enrayer le phénomène. Dit autrement, nous rentrerons dans un phénomène irréversible aux conséquences qui le seront tout autant. Donc si nous ne voulons pas rentrer dans une irréversibilité des phénomènes, ça n'est pas une option que d'atteindre cette trajectoire inférieure à 2 degrés centigrades, c'est une obligation. Là où la difficulté commence, c'est que si on veut résumer à quoi se résume l'équation pour parvenir à cet objectif, cela contraint l'humanité ou la communauté internationale à renoncer à exploiter volontairement 70% des réserves d'énergie fossile que nous avons facilement accessibles sous les pieds. Et chacun comprendra à cet instant-là la difficulté de l'exercice, compte tenu que nous avons été dopés, les pays industriels, depuis 150 ans par le pétrole, le gaz ou le charbon, que nous devons à ces énergies fossiles l'émancipation de nos sociétés, qu'une grande partie de l'humanité n'en a pas profité, et évidemment aspire, avec des raisons tout à fait, des arguments légitimes, à utiliser les mêmes méthodes. Sauf que si ces pays émergents ou en voie de développement reproduisent à l'identique notre mode de développement, avec le même modèle énergétique, ce ne sera pas 2 degrés d'élévation, ce sera entre 4 et 6 degrés d'élévation. 4 ou 6 degrés, gardez à l'esprit que c'est des élévations de température moyennes.
2 degrés par exemple, pour ne parler que de cette fourchette-là, pour les hémisphères nord et les hémisphères sud, vous pouvez au minimum multiplier par 3. Ça veut dire que même à 2 degrés, vous aurez une élévation du niveau des océans qui pourra atteindre entre 70 cm et 1,50 m. Si vous franchissez les 2 degrés et que vous allez à 4 degrés, là, même des espaces comme Manhattan seront submergés. La conséquence des changements climatiques, ce n'est pas simplement l'élévation du niveau de la mer, même si c'est probablement le facteur le plus inquiétant sous 2 effets. Un effet que vous avez peut-être pu voir sans en mesurer l'ampleur et l'importance, la fonte de toutes ces réserves d'eau fixées sous forme solide, qui évidemment, avec l'élévation de température, progressivement est restituée à l'océan liquide et vient évidemment en augmenter son volume. Et d'ailleurs, au passage, où que l'on aille dans le monde, on peut lire la régression des glaciers, on voit bien ces zones morainiques qui réaffleurent, et partout, que ce soit en Patagonie ou ici, le recul des glaciers, je dirais, est un indicateur accessible et visible pour tout le monde, mais ça vaut également si vous allez à Chamonix dans la mer de glace. Vous serez absolument étonné, voire effrayé avec la rapidité avec laquelle la langue glaciaire est en train de rétrécir. La deuxième chose, c'est qu'avec l'élévation de température, les océans se dilatent. Donc sous l'effet conjugué de l'augmentation de l'eau apportée par la fonte des glaciers et de la dilatation sous un principe physique des océans, évidemment, c'est plus d'1,5 milliard de personnes qui sont directement menacées par la montée des eaux. Les Nations Unies projettent à l'échelle de 2050, au minimum, si nous laissons encore une fois les phénomènes nous échapper, 250 millions de personnes qui seront contraintes de se déplacer. Vous voyez déjà pour l'Europe la situation particulièrement délicate et tendue quand nous devons faire face à quelques milliers de pauvres migrants qui viennent chercher refuge chez nous. Imaginez quelles seront les tensions et la situation du monde quand ce seront des vagues de plusieurs dizaines de millions de personnes qui auront toute légitimité pour aller chercher des territoires, évidemment, qui leur seront beaucoup plus viables. La deuxième conséquence, c'est que l'enjeu climatique, c'est un enjeu de sécurité alimentaire. Et c'est un enjeu, un facteur aggravant qui arrive à un moment, évidemment, en plus très particulier, puisque vous savez que d'ici 2050, nous aurons 1,5 milliard de bouches supplémentaires à nourrir. Alors que les rendements agricoles, sous l'effet notamment de la désertification, pas simplement la désertification, mais ne cessent de chuter. Et donc vous avez ces 2 courbes qui se croisent et qui font que la crise climatique aggravera évidemment la sécurité alimentaire. Par ailleurs, le climat, c'est aussi un agenda de santé publique. Parce que les mêmes causes qui produisent cette accélération de l'effet de serre qui participe au changement climatique produisent également tous les effets nocifs de la pollution. Et pour vous donner simplement un ordre d'idée, on considère que chaque année, la pollution atmosphérique tue dans le monde environ 7 millions de personnes. 3 fois plus que le tabac. Simplement, dans un pays comme la Chine, le coût économique lié à la pollution coûte 10 points de PIB chaque année à la Chine. Dans un pays que l'on pensait robuste, épargné par les conséquences des changements climatiques que sont les États-Unis, en 1980, le coût des catastrophes naturelles aux États-Unis était de 3 milliards de dollars. En 2000, on était déjà passé à 30 milliards de dollars. En 2012, pour l'ouragan Sandy, 200 milliards de dollars, et pour la sécheresse dans le New Jersey, 200 autres milliards de dollars. C'est simplement aussi pour dire que quand on lit les rapports de la Banque mondiale, qui eux ne voient les conséquences des changements climatiques qu'à l'aune de l'économie et de la finance. Ils considèrent que toutes nos économies seront anéanties par les conséquences des changements climatiques.
à Paris se joue un enjeu beaucoup plus important. Je considère que quelque part se joue l'accomplissement de l'humanité. Les conditions d'existence de nos propres enfants. Mais de savoir si effectivement nous allons nous distinguer enfin des autres animaux. Vous savez, je citais l'autre soir cette petite phrase de Cioran qui disait « L'homme est un animal qui a trahi, l'histoire est sa sanction ». Mais on peut lui donner tort. Nous avons les moyens pour ça. Encore faut-il justement que nous abordions cette crise pas simplement avec une approche technologique, économique, politique ou juridique. On aura besoin de ces outils et j'y reviendrai. Mais vous savez, il y a une phrase magnifique qui tient tellement sa justesse en ce moment, c'est la phrase d'Einstein qui disait « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions ». La profusion des moyens, c'est cette capacité que le génie humain a de développer des choses qui nous éblouissent, nous étonnent, et parfois qui sont utiles d'ailleurs à l'humanité chaque matin. La confusion des intentions, ça c'est la plaie. C'est la plaie parce que ça veut dire que nous n'avons plus de vision. On fait les choses non pas parce qu'elles ont un sens, mais on les fait parce qu'on sait les faire. On s'approprie les choses non pas parce qu'on en a forcément besoin, mais parce qu'on peut se les offrir. Et cette confusion des intentions dans cette profusion des moyens est excessivement dangereuse. Cette question du sens est une question essentielle. Si on ne redonne pas du sens au progrès, si quelque part on ne définit pas ensemble ce qui est prioritaire, ce qui répond aux exigences du XXIe siècle, si on continue de se disperser sur tous les fronts, si on continue de consommer, de détruire, si on continue avec un modèle économique où il est plus avantageux de détruire que de protéger, si on continue avec un modèle économique qui est basé sur l'exploitation et la destruction de la nature, si on continue avec un modèle économique qui concentre, mais qui ne partage pas, qui pille, qui crée même la rareté, parce que les marchés adorent la rareté, quitte à la créer eux-mêmes, si on s'entête sur ce modèle-là, parce que c'est bien cela qui est en cause, si on s'entête sur une mondialisation qui est une vaste compétition et que ce que l'on gagne là, on le soustrait ici, dans un monde très réactif, de plus en plus tendu et violent, si on ne passe pas d'un modèle, un modèle de libre-échange à un modèle de juste échange, si on ne passe pas d'un modèle de compétition à un modèle de coopération, d'un modèle de prédation à un modèle de protection, je dirais ce sont des mots, mais derrière les mots, il y a des politiques, au sens noble du terme. Derrière les politiques, il y a des normes, il y a de la régulation, il y a de la réglementation. Mais dans un monde qui continue à aspirer à s'affranchir justement de toute limite, qui pense que la liberté, c'est l'absence de règles, que la liberté, c'est l'absence de limites. Mais quelle erreur fatale! Pour ceux qui sont probablement beaucoup plus lettrés que moi dans cette salle, quelle est l'étymologie du mot liberté? La liberté, c'est la loi qu'on se fixe à soi-même. La liberté, ça n'est pas l'absence de limites. C'est justement la condition de la liberté, c'est de se fixer des limites. L'autre jour, j'étais à Nouméa pour une conférence avec les États insulaires du Pacifique, qui, vous le comprendrez, sont particulièrement inquiets sur les conséquences des changements climatiques. Parce que eux, ils savent très bien ce qui va se passer pour eux. D'ailleurs, certains me donnaient comme témoignage que les tombes de leurs ancêtres sont déjà submergées par la montée des eaux. D'autres ont déjà exploré sur quel territoire ou quel continent ils pourront aller essayer de trouver refuge. Et en échangeant avec eux, je leur ai dit, vous savez, vous, les Iliens, vous avez conscience que vous vivez sur un monde limité. Et donc, il faut faire avec les ressources que vous avez immédiatement autour de vous. Mais nous, les terriens, nous devrions avoir la même conscience parce que quelque part, nous vivons aussi sur une île qui ne porte pas ce nom-là.
mais nous vivons sur une petite tête d'épingle qui flotte dans le néant. Et donc nous sommes aussi des Iliens. Et donc il faut bien faire avec ces limites-là. Encore faut-il, et c'est peut-être l'enjeu de l'époque, que l'on se voit tel quel. Et qu'on se voit non pas en fonction de nos cultures, de nos situations économiques, de nos statuts sociaux, mais qu'on se voit comme une petite famille, la famille humaine. Et quelle magnifique conséquence si nous pouvions justement, un moment ou un autre, nous voir tels quels, mettre de côté tous nos contentieux, nos préjugés, que nous cessons de mijoter comme si on avait l'éternité devant nous, et au contraire, de faire de nos différences, de notre diversité, une richesse. Si je dois identifier la plus grande difficulté que je rencontre dans ma mission, qui est d'essayer de faire converger 195 États, c'est que je découvre chez les États comme je découvre chez les citoyens souvent. Chaque État raisonne par le prisme des intérêts nationaux, alors que le temps est venu d'avoir un regard universel. Parce qu'à Paris, nous serons tous gagnants ou tous perdants. Vous savez, Martin Luther King, à propos de la cause des Noirs, disait « Nous sommes condamnés à vivre ensemble ou à tous mourir comme des idiots. » Eh bien, on pourrait faire une parabole ou reprendre cette formule pour l'enjeu climatique. On est condamné à agir ensemble, à réfléchir ensemble, ou à tous souffrir comme des idiots. Et donc, ça contraindra l'humanité à mutualiser, à partager. Vous savez, pour faire face aux enjeux climatiques, oui, on aura besoin de technologie. Notamment, par exemple, nous allons être obligés de nous affranchir rapidement du pétrole, du gaz, du charbon. Mais la bonne nouvelle, c'est que certains ont déjà intégré cette contrainte et que les solutions sont déjà là. Voilà une conséquence magnifique du changement climatique. C'est que nous allons être obligés d'accélérer le développement des énergies renouvelables et que ça va permettre à l'humanité de changer totalement de paradigme énergétique. Dès lors que chaque pays, petit, moyen, grand ou puissant, va pouvoir produire à l'intérieur de ses frontières sa propre énergie à partir de sources d'énergie qui, quelque part, sont quasi gratuites. Le vent est gratuit, la biomasse est gratuite, l'eau est gratuite, le soleil est gratuit, les vagues sont gratuites, la houle est gratuite, le gradient thermique des océans est gratuit. Et quand vous combinez toutes ces énergies avec l'intelligence numérique et informatique, on pourra être chacun son propre producteur d'énergie et vous allez rétablir l'équité entre les États. Qu'est-ce qui fait la force d'un État aujourd'hui? Ce n'est pas le nombre d'habitants, c'est simplement ce qu'il détient dans son sous-sol. Et vous permettrez demain au Burkina Faso de regarder les pays du Golfe d'égal à égal, et nous pourrons regarder les Russes et parler amicalement et réinvestir l'argent qu'on ne mettra plus à l'extérieur dans le social, dans l'éducation, dans la formation, dans la santé. Et c'est pour ça aussi que cette contrainte que nous avons peut être une extraordinaire opportunité si on la saisit, si on réfléchit différemment, si on voit grand, pour revenir au début de mon propos. Si on est capable de s'ouvrir à l'inédit, si on cesse de reproduire ce qui a été la solution hier, mais qui est le problème aujourd'hui. Et donc c'est bien un changement de paradigme, de regard, de vision. C'est un moment clé, passionnant. On peut réenchanter le monde. On a l'économie. Il ne vous aura pas échappé que parfois on me dit tout ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Oui, un temps, le temps d'investir, mais investir pour avoir des rendements, une rentabilité. Mais en 2008, quand il y a eu la fameuse crise économique, ça n'a choqué personne qu'on fasse ce que l'on appelle de la création monétaire pour sauver les États ou pour sauver les banques. Ça choquerait quelqu'un qu'on fasse la même chose pour sauver l'humanité? Osons briser les standards et les codes. Osons penser autrement.
Est-ce que le système économique, monétaire et financier dans lequel on vit est immuable? Mais il est un produit de nous, un produit de la société. Donc si nous nous interdisons par principe de penser autrement, de raisonner autrement, si nous nous figeons dans le conservatisme, je ne cesse d'entendre, mais comment voulez-vous qu'on fasse autrement? Comment voulez-vous nourrir l'humanité sans passer par les OGM, ou par les pesticides, ou les insecticides, ou les fongicides? Mais ça fait longtemps que dans certains pays africains, ils ont bien compris qu'on peut très bien s'en passer avec des rendements largement supérieurs. Comment voulez-vous que l'on éclaire la planète ou que l'on réponde aux besoins d'énergie sans passer par le charbon ou le nucléaire? Mais regardons autour de nous, on peut faire autrement. Voilà. Et tout ça pour résumer la question et répondre à la question que j'ai posée en début de cette introduction. À Paris se joue peut-être la plus belle des choses, celle effectivement de réconcilier le mot avenir et le mot progrès, celle enfin pour nous, les homo sapiens, de devenir effectivement sapiens, c'est-à-dire des êtres sages et humbles. Merci beaucoup. Wow.